La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce vendredi 9 janvier 2025, dont voici les titres. Le Sénégal dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions ont battu les Aigles du Mali sur la plus petite des marques et vont retrouver en demi-finale le vainqueur du match Égypte-Côte d'Ivoire prévu demain. À l'instant, le Maroc, pays organisateur, fait face au Cameroun. Dette cachée, Sonko interpelle le FMI, le Premier ministre du Sénégal, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue mauritanien, pointe la responsabilité du Fonds monétaire international dans la situation économique du Sénégal, évoquant l'existence d'une dette cachée. Le chef du gouvernement accuse donc le FMI d'avoir failli à sa mission de contrôle. Sur un autre point par rapport à la dette, à la supposée dette cachée, le Premier ministre réaffirme son refus de toute restructuration de la dette sénégalaise, une position soutenue par l'économiste Dr Seydou Bokoum qui estime que la situation actuelle ne l'exige pas. C'est son analyse dans cette édition. Visa américain, une caution allant jusqu'à $15 000 sera exigée à partir de ce 21 janvier 2026. Les demandeurs de visa sénégalais devront donc verser une caution comprise entre 2 800 000 et 8 300 000 francs CFA pour entrer aux États-Unis, une mesure qui surprend et inquiète, relance d'ailleurs le débat de la réciprocité des visas, un reportage à suivre. Sécurité au Sahel, un pont détruit entre le Mali et le Burkina Faso. Des échanges de tirs ont également été signalés du côté de l'aéroport Bamako-Sénou. Les autorités maliennes restent silencieuses tandis que des sources évoquent une attaque djihadiste. Point sur la situation en fin de journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre l'actualité sur la GTV. Nous démarrons cette actualité avec la conférence de presse conjointe entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le Premier ministre mauritanien. À cette occasion, Ousmane Sonko a pointé un doigt accusateur sur le Fonds monétaire international qui serait responsable de la situation que vit le Sénégal, faisant allusion à ce qu'il qualifie de dette cachée. Selon lui, le FMI n'est pas une banque ou encore moins un prêteur en premier ressort. En principe, c'est un dévouement d'émission de fonds. Il souligne donc que le FMI a une part de responsabilité sur la situation que vit présentement le Sénégal parce qu'il était là et venait faire régulièrement ses visites et revues suivant la réaction du Premier ministre Ousmane Sonko. Nous considérons que nos projections, aussi bien de croissance que de recettes, sont raisonnables. Et sur cela, il n'y a pas de débat. C'est validé par tous nos partenaires, y compris le fonds. Le principal problème, c'est le financement. Nous considérons que les efforts que nous faisons à partir du plan de redressement, qui, rien que pour ce budget, nous permet de générer 960 milliards de plus additionnels au budget, et ça va aller crescendo à partir de 2027, pourrait nous permettre de combler une bonne partie de ce gap. Et nous nous sommes mis à envisager pas mal de solutions avec d'autres partenaires qui nous donnent à penser que nous pouvons y parvenir. Et c'est ça le rôle du Fonds monétaire international. C'est quand les États sont dans ces situations et qu'ils parviennent par eux-mêmes et par leurs efforts à tenir le coup, à faire des efforts substantiels pour continuer à tourner. C'est là où on attend le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international n'est pas une banque ou un prêteur en premier ressort, en principe. C'est un dévoiement des missions du Fonds. Et le Fonds monétaire a une part de responsabilité sur la situation que nous vivons. Parce qu'il était là, il venait faire ses staff visites, ses revues. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas informé de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi d'autres pays ont été dans cette situation. Je vais vous citer par exemple l'Égypte. Et le fonds est venu appuyer l'Égypte. Qu'est-ce qu'avait dit la directrice générale? Je ne peux pas abandonner un pays
qui est dans cette situation et qui fait des efforts pour se relever. Le Premier ministre Ousmane Sonko qui a également rejeté toute idée de restructuration de la dette publique, une position partagée par l'économiste Dr Seydou Bokoum. Selon lui, la situation du pays n'exige pas encore une restructuration de la dette. L'économiste est également revenu sur les conséquences que pourrait avoir l'usage d'une telle méthode. Il est au micro d'Aïssatouba. Mais il n'y a pas de problème au Sénégal. Puisque si on regarde le rebasing qu'on a fait, donc la dette du Sénégal ne pose plus de problème. Donc on n'a plus de problème de dette en ce moment. Bon, il y a certains économistes qui veulent changer la donne, mais réellement ce qu'a dit le Premier ministre, c'est vrai, il n'y a pas de problème en ce moment pour la dette. Oh, non, il y a un problème des finances publiques. La gestion des finances publiques se pose, puisqu'il n'y a pas une bonne gestion des finances publiques. Et il faut un logiciel pour la gestion des finances publiques. Nous avons ce problème-là. C'est un problème que nous vivons, un problème de la gestion des finances publiques. Mais sinon, sur le plan économique, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, tu sais, parce que le Premier ministre a dit qu'on n'a pas besoin de restriction de la dette. Comme ça s'est passé au Ghana. Et je ne pense pas que c'est une bonne solution pour restructurer la dette. Quand tu restructures la dette, tu prolonges la dette de 10 ou 15 ans de plus. Alors qu'on n'a pas besoin de cela. Et surtout, on a une dette en monnaie étrangère qui est très grave. Donc la politique du gouvernement, en ce moment, emprunter sur le marché local, mais c'est la meilleure des solutions. On a déjà emprunté 1400 milliards, 1419 milliards en monnaie locale. C'est la bonne solution. Ce n'est pas la fin du monde. Le FMI ne représente que 10%. Donc il n'y a pas de péril à la demeure. On n'a pas besoin du FMI comme les pense. Certes, on a besoin du Brand pour que les investisseurs étrangers viennent. On a besoin de la note, évidemment, pour que si on a une bonne note, il y a certains financements, on ne pourra pas accéder à ça. Parce qu'il faut avoir au moins une moyenne de 10. Ça veut dire un B-. On est assez, d'accord, on n'a pas une. Mais ça ne veut absolument rien dire. Hein. La solution, mais elle est simple. La création monétaire. Un pays ne peut pas marcher sans création monétaire. Il n'y a que deux leviers, la fiscalité et la création monétaire. Ce pays, on a la fiscalité, ça marche, il nous faut la création monétaire. Tant que le Sénégal n'a pas cet outil de création monétaire, on n'aura que des perfusions. Mais le malade, on ne va jamais le soigner. Et nous revenons sur la conférence de presse conjointe tenue par les premiers ministres du Sénégal et de la Mauritanie. Le premier ministre mauritanien Mokhtar Ould Dieye a évoqué les perspectives de coopération avec le Sénégal et les réalisations, notamment le pont de Rosso et les ressources partagées. Suivant sa réaction, il s'appelle Mokhtar Ould Dieye et il est le premier ministre de la Mauritanie. Donc c'est un projet structurant pour les deux pays et il constitue l'un des dossiers sur lesquels nos équipes travaillent d'une manière coordonnée. Il était prévu que cette infrastructure soit réceptionnée fin 2026. Les évaluations qui ont été faites par les équipes nous disent que ça peut être plus tard, peut-être en 2027. Les instructions ont été données aujourd'hui aux deux équipes de travailler ensemble et de mettre toute la pression possible sur l'entrepreneur et sur l'entreprise pour qu'il respecte ses engagements et d'essayer de travailler ensemble pour lever les obstacles qui ont été identifiés comme des raisons de blocage de l'avancement et la finalisation de cette infrastructure dans les délais. À continuer à renforcer le partenariat stratégique entre nos deux pays. Un partenariat qui, comme vous le savez, est d'élargir notre concertation et notre coopération pour l'intérêt de nos deux peuples. Cette visite, vous venez de le dire, nous a permis de faire le point sur les importantes avancées réalisées au niveau de plusieurs dossiers de coopération stratégique, la gestion de la sécurité aux frontières, l'énergie, le transport, la pêche, l'élevage, entre autres.
Un tournant majeur dans la politique migratoire américaine. À compter du mercredi 21 janvier 2026, les demandes de visa des Sénégalais devront donc, les Sénégalais donc demandeurs de visa devront s'acquitter d'une caution obligatoire allant de 5 000 à 15 000 $ pour entrer dans le territoire américain, soit un montant allant de 2 800 000 à 8 300 000 francs CFA. Une décision mal accueillie par les Sénégalais et pour certains d'ailleurs, le Sénégal devrait penser à appliquer la réciprocité suivant leur réaction dans ce reportage signé Ndella Ndiaye et Boubacar Diagne. C'est le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités. Quand les Européens ou les Américains veulent venir ici au Sénégal ou en Afrique, ils viennent facilement. Or, quand les Sénégalais ou les Africains souhaitent aller chez eux, ils leur font vivre le calvaire. Ils leur font chercher des cartes de séjour. Nous aussi, on a besoin de voyager et d'aller travailler ailleurs. Pour satisfaire les familles. Les Sénégalais, je pense que les Sénégalais doivent croire en eux et croire en leur pays et croire qu'ils peuvent rester ici et réussir au lieu d'aller s'aventurer dans d'autres pays. Donc c'est aux Sénégalais d'être conscients et de savoir qu'ils peuvent réussir ici dans nos pays et aussi au Sénégal. De l'autre côté, le gouvernement doit aussi revoir ses relations avec l'extérieur et faire de telle sorte que quand un Sénégalais veut voyager, que ça soit facile et qu'il nous respecte aussi à notre juste valeur. Quoi? C'est pas normal quoi. Moi personnellement, je ne pense pas aller aux États-Unis. Je préfère rester ici au Sénégal. 6 millions ou 8 millions l'investir pour voyager aux États-Unis. Tu peux aller là-bas sans avoir travail, sans avoir aussi des papiers nécessaires. Moi, je préfère rester au Sénégal. Si les pays respectent les lois qu'ils ont ratifiées, je pense que Trump ne doit pas se comporter de la façon. Les personnes ont la liberté de circuler. Il y a les lois qui disent la libre circulation des personnes et des biens. Parlons éducation, enseignement supérieur à présent. Après sa visite au Centre des œuvres universitaires COUD, où il a promis des améliorations. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Daouda Ngom, s'est rendu à l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur ANAQ-Sup ce jeudi, donc à 8 janvier 2026. Il a salué le travail accompli et rappelé le rôle stratégique de l'ANAQ-Sup dans la construction d'un enseignement supérieur de qualité. À ce propos, écoutons le ministre Daouda Ngom. Donc je connais très bien ce qui se passe dans les campus universitaires. C'est vrai qu'entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et la situation a changé. Mais commencez par remercier vivement le directeur du COUD qui nous a reçus et le féliciter pour toutes les actions qu'il est en train de mener pour la bonne marche du COUD. Remercier tous les acteurs, le personnel du COUD, tous les syndicats, les étudiants, mais également les repreneurs ici présents. Dire que notre pays est à une étape décisive de son développement. Avec l'agenda national de transformation, Sénégal Vision 2050, que vous connaissez tous, qui est une vision ambitieuse d'un Sénégal souverain, juste et prospère, mais une vision adossée surtout à un capital humain de qualité et à une économie compétitive. Mais quand on parle de capital humain de qualité, il n'est pas possible de former ce capital. Cela ne s'accommode pas avec une instabilité dans nos universités. Et je le dis souvent, les œuvres sociales ont une très très grande importance pour nous. Et l'État attache une attention particulière aux œuvres sociales. Si je vous dis que 45% du budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est consacré aux œuvres sociales.
Lors d'une rencontre à Saly, le Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale a plaidé pour un accompagnement des acteurs du secteur. Il a aussi insisté sur la protection durable des ressources halieutiques pour favoriser la production des espèces et garantir un approvisionnement pérenne au bénéfice des consommateurs. Écoutons à ce sujet Daouda Ndiaye, il est le chargé de communication du CONIPAS. Nous sommes réunis ici à Marélis dans le cadre à travers un atelier qui s'est tenu à Thiès pour élaborer un plan stratégique qui va de 2026 à 2029 et un plan de communication vis-à-vis des maux que traverse la pêche et essayer de trouver des solutions durables pour les communautés de pêcheurs. Tout le monde sait que la pêche traverse une raréfaction des ressources halieutiques due à plusieurs facteurs. Il y a les changements climatiques, il y a la surexploitation des ressources halieutiques et d'autres facteurs anthropiques qui sont là et qui menacent les moyens de subsistance des pêcheurs. Donc c'est le moment de trouver des solutions, d'élaborer des stratégies pour avoir des solutions durables accompagnées du ministère de la Pêche que nous remercions de passage de son soutien, et nous voulons vraiment à travers ce plan trouver des solutions durables qui peuvent soulager les populations de pêcheurs. Donc, ce n'est pas que les pêcheurs qui vont à l'extérieur, il y a toutes les couches de la population, mais c'est les pêcheurs qui font la traversée à tous ces gens-là. Donc, il faut qu'on trouve des mécanismes, surtout l'État, une politique de jeunesse qui puisse retenir les jeunes ici au Sénégal. Au Sénégal, on continue de compter le nombre de décès causés par des accidents de la route. Les chauffeurs qui sont au niveau du rond-point SAM mettent l'accent sur les multiples causes qui conduisent à ces tragédies et donnent des conseils afin de pouvoir les éviter au maximum. Reportage signé Amsatou Gano et Vieux Ndiaye. Les accidents de la route sont devenus récurrents au Sénégal avec d'énormes dégâts. Le dernier s'est produit le 7 janvier à Farafenni entre un bus et un minicar de type Cherchirifou. Le bilan a fait 7 morts, dont un agent de la police sénégalaise et des blessés graves. Ce nouvel accident nous pousse à remettre le sujet sur le tapis. D'après ce chauffeur de bus, le comportement inapproprié de leurs collègues est là. Principale cause. Les causes des accidents routiers sont nombreuses, car il y a l'indiscipline des chauffeurs qui conduisent n'importe comment, sans parler des personnes non qualifiées qui considèrent notre métier comme un plan de secours, alors qu'elles n'ont pas les compétences requises. En effet, quand on n'apprend pas le métier et qu'on ne lui voue pas un amour sincère, on ne peut pas avoir de respect pour ce que nous faisons. De plus, les conditions de travail difficiles peuvent également causer des accidents. Les Sénégalais empruntent chaque jour des moyens de transport pour diverses raisons et sont plus souvent témoins des accidents de la route. Ainsi, l'un des usagers trouvé au bord du rond-point SAM qui abrite un garage de bus met les chauffeurs au banc des accusés. Nous n'avons pas de satisfaction concernant la conduite des chauffeurs car ils sont très indisciplinés. On peut observer leur comportement sur les routes. Parfois, on voit 2 bus qui font des courses-poursuites. Au rond-point SAM, ici, les chauffeurs de taxi se retrouvent quotidiennement. Les uns se discutent de divers sujets, tandis que d'autres, elles, des clients tout droit sortis de l'hôpital. Leur président, Ali Sow, prodigue des conseils pour éviter ces tragédies. Je demande à tous les chauffeurs d'être prudents, de limiter la vitesse au niveau des virages, des ponts et des lignes continues, car il y a des panneaux de signalisation partout. Évitez aussi les positions dangereuses. Si les chauffeurs respectent le code de la route, ils peuvent s'en sortir sains et saufs. Et le reste de l'actualité en bref, d'abord à l'international, un pont situé à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, reliant Benena côté malien et Djibasso côté burkinabé, a été détruit le 8 janvier 2026.
Pas de revendication jusqu'à ce stade, mais les sources locales jointes par RFI attribueraient cette attaque aux djihadistes du JNIM. Des échanges de tirs ont par ailleurs été rapportés dans la nuit du jeudi dans la zone de l'aéroport de Bamako-Sénou. Selon les sources jointes toujours par RFI, c'est un poste de gendarmerie qui aurait été visé. Les forces maliennes auraient repoussé l'attaque et tué un assaillant. L'armée malienne n'a pas communiqué sur le sujet et sollicitée par RFI, elle n'a pas donné suite. Et puis en Centrafrique, l'autorité nationale des élections a proclamé jeudi 8 janvier à Bangui les résultats provisoires des législatives du 28 décembre 2025. Une annonce faite à l'issue du recensement général des suffrages exprimés dans les 144 circonscriptions électorales du pays. Selon ces résultats, le mouvement Cœur Uni, parti au pouvoir, arrive en tête. Toutefois, plusieurs candidats indépendants ainsi que des formations de l'opposition dénonce ces cas de fraude et une organisation jugée défaillante. De son côté, l'ANE affirme que les opérations se sont déroulées dans la transparence et sans incident majeur. À présent, parlons sport pour clore cette édition. Le Sénégal dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal donc qui s'est qualifié pour une troisième demi-finale lors des 4 dernières Coupes d'Afrique des Nations en s'imposant face au Mali 1-0 dans un derby très serré. Et puis la rencontre qui s'est débloquée donc à la 28e minute grâce à Iliman Ndiaye, opportuniste dans la surface malienne. L'attaquant sénégalais a su profiter d'un moment d'hésitation de la défense adverse pour tromper le portier et offrir l'avantage aux Lions. Malgré l'expulsion d'Yves Bissouma, les Aigles ont pu plutôt éviter que le score évolue. À la deuxième mi-temps, grâce aux exploits de leur gardien Djigui Diarra, une victoire donc précieuse qui permet au Sénégal de poursuivre sa route dans la compétition et de rêver d'un nouveau sacre continental. Le Sénégal donc qui fera face au vainqueur du match Égypte-Côte d'Ivoire prévu demain à 19h. Mais avant, il y aura la confrontation entre l'Algérie et le Nigeria. Mais en attendant, à l'instant, le match, donc le deuxième de ce jour, oppose le pays organisateur, le Maroc, au Cameroun. Et retenons que pour le moment, le Maroc mène 1-0 à la 59e minute. Un but inscrit par Brahim Diaz à la 26e minute. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir et Juma Mubarak.